Zone à faible émission ensemble. On jette d'abord un œil sur le ciel. La météo avec Préfond, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertains. Préfond.fr. Élodie Calac, une journée ensoleillée, voilà pour demain, mais plus nuageuse sur le sud-est. Exactement, près de la Méditerranée et en vallée du Rhône, le réveil sera très encombré avec un vent de sud à sud-est sensible. L'après-midi, des éclaircies se dessineront. Quelques averses pourront tout de même se déclencher du sud du Jura vers l'Auvergne et les Alpes, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. Sur la Corse, un temps instable demain avec des averses parfois orageuses. Sur le sud-ouest, là, le soleil sera parfois voilé. L'impression sera agréable après dissipation des petites grisailles matinales. Et puis partout ailleurs, du soleil, peut-être quelques brouillards vite dissipé entre Bretagne et Normandie et un vent de nord-est assez sensible au nord de la Loire. Et des températures contrastées, comme on dit. Encore fraîches le matin, oui, du nord-est vers le centre Val-de-Loire et le Massif central avec de petites gelées. Et puis l'après-midi, ce sera à nouveau plutôt doux. Alors 12 degrés à Cherbourg, 16 à Lille, 18 à Strasbourg et à Nîmes, 20 degrés à Paris, Nantes, Bourges et Lyon, jusqu'à 22 à Bordeaux et 24 à Montauban. Élodie Calac de Météo France. Tous les jours, les humoristes de France Inter vous réveillent. Salut les zouzous! L'émission dédiée à tous ceux qui, comme moi, ont décidé de retourner vivre chez leurs parents. Vous grattent. Très bientôt, on va entendre « Moi, j'ai une peur bleue des baskets à strass ». Ah bon? Eh bien, tu souffres de nagiphobie. Vous piquent. Heureusement qu'on m'a prévenu que le thème avait changé et que c'était plus les bimbos. Parce que moi j'arrive, je débarque, je découvre Patrick. On est quand même plus proche d'Alain Juppé que de Nabila. Les humoristes toute la journée dans votre radio et quand vous voulez sur la chaîne YouTube de France Inter. Mercedes-Benz. Entrée remarquée de la classe A Star Edition, la nouvelle série spéciale suréquipée de Mercedes-Benz. Avec son pack AMG Line, son toit ouvrant panoramique et ses projecteurs multi-beam LED, elle a tout d'une star. En ce moment, profitez-en des 389 € par mois sans apport et avec 2 entretiens offerts. Location longue durée 37 mois, 45 000 km. Valable jusqu'au 30 juin. Ici acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Pensez à covoiturer. Et il est 19h22. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthèse. Faut-il sauver les ZFE ou peut-être ce qu'il en reste parce que LR et RN ont torpillé les zones à faible émission en commission et que les autres, la gauche notamment, marchent sur des œufs au point qu'ils se sont abstenus. L'examen de passage en plénière, c'est ce soir ou demain. Dans la colonne du verre à moitié plein, il y a l'efficacité des zones à faible émission. Moins de voitures, c'est moins de pollution. Or, la pollution, c'est 47 000 morts par an, plus de 60 000 cas d'asthme infantile, des cancers du poumon notamment. Au passage, nous sommes aussi tenus d'améliorer la qualité de l'air sous peine de sanctions financières. L'État a déjà été condamné. Et pour améliorer la qualité de l'air en ville, les ZFE, c'est un outil efficace. Les chiffres le prouvent. Pas uniquement chez nous. Il y a 315 ZFE en Europe, certaines depuis 20 ans. C'est le cas en Grande-Bretagne avec une réduction claire, par exemple, des bronchopneumonies. La bouteille à moitié vide, c'est que les ZFE ont un mal fou à trouver leurs défenseurs acharnés, à part chez les gens qui habitent en centre-ville sans problème de transport en commun, très vite qualifiés de bobos écolos à vélo, pendant que les Français qui travaillent dur bataillent avec leur voiture d'occasion. Et revoilà revenu le chiffon rouge des gilets jaunes. La mise en place des ZFE, c'est surtout un gros embrouillamini avec des grandes disparités. Ce vers quoi on s'achemine peut-être à l'Assemblée, qui est peut-être aussi une voie médiane, en dehors de Lyon et Paris, qui conservent leurs obligations, c'est laisser les maires décider. Alors, est-ce que c'est celle-là la solution, une sorte de millefeuille des ZFE, mais des ZFE quand même? C'est d'ailleurs déjà souvent le cas. Est-ce que le risque de bombe sociale est réellement là dès lors qu'on touche à la voiture, à la liberté de circuler? C'est toujours compliqué chez nous en France. On en revient d'ailleurs au thème récurrent de l'acceptabilité des mesures sur l'environnement et des mesures d'accompagnement aussi qui manquent le plus souvent. Preuve qu'on tourne en rond un peu, c'est pas la première fois qu'on en parle de ce sens-là. Faut-il sauver les ZFE? Comment et avec quoi? C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Anne, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous, à toute l'équipe et merci pour votre émission, toujours intéressante. Moi, je voulais surtout apporter un témoignage parce que je pense que beaucoup de choses vivent la même chose que moi. Je pense que les ZFE et les contraintes écologiques en général que l'on nous impose seraient beaucoup mieux acceptées si elles étaient mieux réfléchies. Je vais donner mon exemple donc personnel. J'habite dans le sud de l'Île-de-France, donc aux confins du Loiret.
je ne peux plus aller à Paris ou dans les quartiers que je veux comme je veux du fait que j'ai une voiture diesel, extrêmement bien entretenue, je tiens à le préciser. Je n'allais à Paris qu'une fois par mois. Donc, je ne me considère pas comme une grosse pollueuse. J'y allais soit pour des rendez-vous chez le médecin, soit pour des sorties culturelles. Et voilà donc que maintenant, je me sens obligée de prendre le train. Sauf que pas de train. Un train par heure, un train toutes les 2 heures, un train toutes les 3 heures, aucun train direct et pas de train après 22h30. Donc, fini les sorties à Paris, en soirée, fini les théâtres, fini les concerts, fini les restaurants avec les copains. Donc, forcément, dans ces conditions-là, on se sent lésé. On trouve que les mesures ne sont pas très justes, même quand on n'est pas anti-écologie, évidemment. Et je constate quand même, quand j'y vais à Paris, que je croise quantité de SUV qui sont tout neufs et tout brillants, extrêmement polluants, qui d'ailleurs consomment aussi beaucoup plus que moi. Et donc forcément, je ne vis pas très bien. Merci pour cette entrée en matière, Anne. Alors après, est-ce qu'on est déjà verbalisé à Paris ? J'ai un petit doute sur le fait qu'on l'est déjà. Je parle sous votre contrôle, les uns les autres. Je ne voudrais pas vous mettre qui que ce soit dans l'embarras, mais... Je crois que pour l'instant, les verbalisations sont assez rares quand même. Il y a pas mal de tolérance dans la plupart des villes, même où on a installé les ZFE. Mais avant, effectivement, une entrée en vigueur à un moment. Anne, encore une fois, merci beaucoup. La voix qu'on a entendue et qui est parmi nos invités, c'est celle de Sandra Wabian, qui est sociologue, directrice générale du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Il y a Hendrik Davy avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député dans le groupe écologique. Je précise que vous apparteniez précédemment au groupe LFI. Elle a raison, Anne, au fond, et je trouve qu'elle résume assez bien, finalement, Sandra Wabian, le dilemme des gens. C'est pas tant qu'on n'en veut pas. Le terme exact, c'est que ça aurait pu être mieux réfléchi. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, que ça aurait pu être mieux réfléchi ? Alors, c'est toujours très compliqué de mettre en place des mesures qui vont changer la vie des gens. La question, c'est aussi, finalement, est-ce que les collectivités s'en sont saisies, puisqu'il y avait quand même un horizon qui était fixé, et est-ce que les collectivités s'en sont saisies pour proposer des alternatives ? Je vous le rappelle que ça date de 2019, très théoriquement, les premières, donc, et avec un début là de vraie verbalisation, etc., qui arrivera fin 2025, 2026. C'est ça. Et donc là, on l'entend bien dans le témoignage de votre auditrice, elle dit aussi qu'une des questions qui lui pose problème, c'est qu'elle n'a pas de service de transport d'alternative, en fait. Et effectivement, on comprend aussi du côté des collectivités que c'est pas si simple de tout mettre en place, notamment parce que les infrastructures de transport, ça peut mettre 10 ans. Mais aujourd'hui, il y a quand même des nouvelles solutions de transport, par exemple les cars à haute fréquence, il y a aussi la possibilité de mettre en place des parkings qui peuvent faire relais. Donc on peut aussi quand même imaginer des choses à mettre en place. Et en fait, souvent, par rapport aux questions écologiques, ce qui est déterminant, c'est la possibilité d'avoir accès à des infrastructures. Par exemple, si on prend l'exemple des déchets, il y a 40 ans, personne ne triait ces déchets. On s'est mis à mettre des poubelles en bas de tous les immeubles et les maisons, et les gens se sont mis à trier. Donc, il y a vraiment une question aussi de volonté publique d'accompagner finalement ces changements. Est-ce qu'il n'y a pas eu de volonté publique, Hendrik Davy ? En gros, on s'est un peu endormi sur nos lauriers, on a dit ça va être comme ça, puis on n'a pas cherché à savoir comment les gens allaient se débrouiller. Est-ce que c'est aussi bête que ça ? Moi, je crois que le problème est un petit peu plus profond. C'est-à-dire que les ZFE, d'abord, il faut dire que l'objectif des ZFE est louable. Il faut absolument améliorer la qualité de l'air, vous l'avez dit. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche, mais c'est quand même assez faible, les progrès, mais ça marche. Je dis quand même quelque chose pour les auditeurs qui nous écoutent. Les enfants sont touchés. L'association Respire, peut-être qu'on va en parler après, et on a fait une étude dans notre région, PACA. 95% des établissements scolaires ont une aire, en réalité, qui est de mauvaise qualité et qui ne correspond pas aux recommandations de l'OMS. Donc c'est nos enfants qui sont touchés, c'est nos enfants qui ont des bronchiolites. Il faut le faire aussi pour 2 autres raisons qui me semblent importantes, diminuer notre dépendance à la voiture. D'abord le climat, ça n'a pas été dit, mais je crois que c'est très important de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est 34% des émissions de gaz à effet de serre, le transport, et c'est celle qui progresse. Donc c'est le problème français. Et troisième chose importante, c'est la question énergétique. On voit avec Trump, la guerre économique, on a une dépendance au pétrole, il faut qu'on arrête. Donc l'objectif, on est tous d'accord. Enfin, je pense que toute la gauche est d'accord là-dessus, les écologistes sont d'accord là-dessus. Le problème des ZFE, c'est d'essayer de résoudre ce problème de société qui est majeur en essayant de localiser le problème sur la qualité de l'air des centres-villes sans avoir une réflexion globale sur comment s'aménage le territoire. Du coup, il y a 2 problèmes qui arrivent tout de suite. Les alternatives,
quel moyen de transport. Moi, je suis Marseillais. Je vous dis très clairement que le métro, il a été fermé pendant des mois, là, après 21h, là où ça allait les ZFE être mis en place au niveau du quartier de la Belle de Mai, il y a un seul bus qui passe. Les bus, les 3/4 du temps, ne sont pas à l'heure parce qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tramway dans ce quartier-là. Bon, il n'y a pas les alternatives et vous dites aux gens, il faut changer de voiture. Deuxième chose, et je pense qu'on va en débattre, parce que c'est aussi un problème de société, c'est qu'en réalité, une grande partie de la colère, elle vient d'où ? C'est que les gens n'ont pas le choix. Ouais. Je rappelle quand même que 2/3 des Français travaillent dans une ville dans laquelle ils ne résident pas. C'est 16 millions de gens qui sont obligés d'utiliser un moyen de transport pour aller travailler. Vous leur dites... Vous devez aller travailler et en même temps, vous leur interdisez d'utiliser la voiture et ils n'ont pas les moyens de changer de voiture. On va rappeler la colère, ça ressemble après aux gilets jaunes. Effectivement, la colère peut être, c'est une source, un ferment de colère. Eh ben, je voudrais ajouter cette remarque de Paul qui nous vient sur WhatsApp et qui dit les ZFE, c'est très simple, les riches font payer l'amélioration de l'horaire par les pauvres. Alors c'est pas complètement vrai, parce que sans doute pas complètement vrai, mais en tout cas le sentiment, oui, bien ça sûr. peut être celui-là. Non, il y a un très fort sentiment d'injustice en France et en particulier sur cette question. Donc il y a 75% des Français qui ont peur effectivement que les ZFE augmentent les inégalités. Après, il faut quand même rappeler que les 10% les plus pauvres ont 1,6 fois plus de risques d'avoir des maladies respiratoires que les plus riches. C'est triste à dire, mais les plus pauvres ne sont pas ceux qui ont des voitures. C'est quand même triste à dire, mais c'est pour ça qu'ils sont aussi... que les plus pauvres, vraiment, n'ont pas forcément des voitures, parce que ça coûte cher, et puis aussi parce qu'il y a pas mal de jeunes chez les plus pauvres. Donc, en fait, ceux qui sont les plus touchés, c'est les classes moyennes inférieures. Donc, ceux qui en fait, n'arrivent plus à vivre dans les centres-villes, parce que les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté, qui ont dû s'éloigner, et comme vous le disiez, pour qui la voiture est en fait un mode de transport contraint. On a Lucas qui est un peu autour du même thème et qui est avec nous. Bonsoir Lucas. Bonsoir. On vous écoute. Merci. Oui, c'est exactement le même thème. C'est cet entre-deux où mes parents, donc ils habitent en très proche banlieue parisienne. J'habite très à côté de chez eux. On partage une voiture depuis des années on l'a fait durer, on va dire, jusqu'à ce qu'on peut. Sauf qu'elle est critère 3 et on est toujours inquiet de savoir si à un moment on pourra plus conduire ou pas. Et en fait, là où on est bloqué le plus, c'est qu'on l'utilise peu. Et comme on l'utilise peu, acheter un véhicule neuf, c'est pas une option financièrement et c'est pas rentable. Et puis la pollution, pour l'usage qu'on en a d'un véhicule neuf, ça serait débile. Et on sait pas quoi faire. En fait, on est juste perdu. Donc on répare comme on peut, on bricole la voiture jusqu'à qu'elle tienne plus. Et en fait, comme le prix de l'occasion a explosé dans notre région, justement parce que les véhicules étaient bloqués, on est en attente en fait. Critère 3, merci beaucoup pour votre intervention Lucas. On va rappeler, critère 3, donc c'est ceux qui, dans certaines zones, n'entrent pas toutes, d'ailleurs en fonction des villes, on y viendra aussi. Voitures à essence entre 97 et 2005, les voitures diesel entre 2006 et 2010. Notre ami Lucas, Hendrik Davy, et ressemble à des milliers de familles. En effet, on laisse la voiture pour l'instant parce qu'on l'utilise pas assez. De toute façon, si même ils avaient les moyens d'en racheter une d'occasion, elle est pas rentabilisée cette voiture quand on l'utilise finalement aussi peu. Donc en fait, ce qu'il dit et ce que disent les autres, c'est le critère qui va pas. Est-ce qu'on peut, et j'ai l'impression moi que dans les débats, y compris ceux qui vont avoir lieu à l'Assemblée là, le critère, on n'en parle pas. Alors, il y a l'importance du critère, mais d'abord, il faut bien quand même avoir conscience, parce qu'on dit que ça touche pas beaucoup de gens. D'abord, il faut quand même rappeler que certes, vraiment les plus démunis, 50% d'entre eux n'ont pas de voiture, c'est vrai, mais par contre, si vous regardez, 38% des ménages les plus pauvres ont des véhicules critères 4 ou 5, alors que c'est 10% en moyenne. Donc c'est quand même le décile des ménages les plus pauvres. En réalité, quand ils ont une voiture, souvent, elle est en critère 4-5. Et si vous rajoutez critère 3, puisque c'était dit, on a 30% des véhicules. Donc 30% des véhicules, c'est 11 millions de véhicules quand même. Quand 3, 4, 5, j'ai fait le calcul, c'est 11 millions de véhicules. Donc c'est pas une mince affaire d'exclure 11 millions de véhicules du parc automobile. Bon. Donc moi je crois que la solution, parce qu'il faut penser ça de manière globale, la solution dans un temps très court, on va en redébattre après, mais dans un temps très court, c'est d'essayer d'améliorer la loi sur les ZFE pour qu'on augmente le nombre de cas où les gens sont contraints et on leur fait des dérogations. Je pense que pour faire passer la mesure, on n'a pas le choix. Je pense que c'est ça qu'il faut faire et on en discutera dans les jours à venir. Mais à long terme, en fait, il faut qu'il y ait des trains, il faut qu'il y ait des bus. Il n'y a pas d'autre solution. Et je pense que moi, c'est pareil. Ma mère est dans Lyon. Il y a un train là qui fonctionne pas trop mal et qui nous amène à Bercy. Mais il y a eu des moments où les trains étaient supprimés. Il y a un train toutes les heures. Donc s'il y a un qui est supprimé et que vous sautez 2 trains, donc il faut absolument que le service public ferroviaire soit vraiment bien doté.
Et là, la colère des gens, elle est là, parce que pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est qu'on a drastiquement diminué les investissements ferroviaires de 13%, quand on a augmenté massivement les investissements autoroutiers, notamment, comme la 69. Donc forcément, les gens ne comprennent plus. Et après, sur les critères, il est évident qu'il va falloir regarder les SUV, et il est évident qu'il va falloir mettre la caractéristique de l'empreinte carbone. Je ne vois pas comment ce n'est pas possible. Voilà ce que dit Guillaume sur WhatsApp. On peut rouler en 4x4 Porsche récent dans une ZFE, mais pas en Clio de 1990. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? C'est ça qui est difficile à comprendre pour les gens, Sandra voit bien. Oui, et ce qui est très qui est facteur d'inégalité pour le coup. Voilà, et ce qui est très important dans la mise en mouvement de la société par rapport à la transition écologique, c'est la question de la justice sociale. C'est-à-dire que si les gens ont le sentiment, et à raison, que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, eh bien, il n'y a pas d'acceptabilité. Et c'est ce qu'on avait vu avec le mouvement des Gilets jaunes, et qui disait très clairement, on n'est pas forcément contre les questions environnementales, mais on ne comprend pas pourquoi nous, on est taxés, alors que le kérosène dans l'avion, lui, l'est très peu. Donc il y a vraiment cette question de est-ce que tout le monde est mis à contribution ou pas. Et j'ajouterai un deuxième élément, c'est aussi la question de dans quelle mesure la société se met en mouvement et pas seulement les individus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, là, c'est une injonction aux individus de changer leur comportement, mais tout seul, vous le disiez tout à l'heure, les gens n'ont pas forcément les moyens, en fait. Donc c'est aussi à la société de s'organiser. Et comment assouplir les contrôles des ZFE, c'est bien ce qui... Juste un chiffre quand même qui... Allez-y, Hendrik Davy, rapidement. Juste un chiffre très, très parlant, je crois, en termes de justice sociale. L'empreinte carbone des Français est parfaitement corrélée au niveau de revenus. C'est-à-dire que plus vous êtes riche, plus vous avez votre empreinte carbone qui augmente, notamment à cause des voyages et notamment à cause de l'avion. Donc si en même temps on ne plafonne pas les rotations au niveau de l'aviation, si on ne taxe pas les billets d'avion, ce qui était proposé d'ailleurs par le gouvernement pour avoir un peu de moyens, fondamentalement, je ne vois pas comment ceux qui sont les plus démunis et qui ont une vieille voiture qu'ils n'arrivent pas à changer pourraient accepter de faire un effort. Enfin, je crois que la colère, elle est légitime. On a juste une remarque, c'est celle de Mitch sur WhatsApp qui dit « J'habite à Lyon, j'ai changé ma Ford Mondeo critère 3 pour une Hyundai Tucson critère 1 qui pollue en fait plus, chercher l'erreur, nous dit-il. » Alors assouplir les contours des ZFE, c'est bien ce qui va se passer à l'Assemblée nationale ce soir ou demain. Laisser peut-être les maires décider de ce qu'ils peuvent, de ce qu'ils veulent à l'intérieur de leurs agglomérations. Et c'est précisément la question de Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves. Oui, bonsoir. On vous écoute. Merci de m'avoir retenu. Je pensais à ça en vous écoutant et puis en lisant ce que j'ai pu lire récemment. Laisser les maires décider de mettre en place des ZFE ou pas, mais ils vont décider pour leurs électeurs, c'est-à-dire les résidents de leur ville. Et tous ceux, comme on disait tout à l'heure, qui viennent de leur banlieue pour travailler dans la ville, ils seront punis, quoi. Intéressante remarque de Jean-Yves, merci beaucoup, parce que c'est vrai, Hendrik Davy, vous qui êtes député, que ce qui se dessine là, pour éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est de dire que Lyon-Paris notamment vont garder leurs obligations parce que ce sont des villes qui ont des seuils qui sont beaucoup trop hauts, et puis sinon assouplir les contours en fonction soit de l'offre de transport en commun qu'il peut y avoir dans la ville, soit en fonction de l'existence des voies de contournement qui peuvent aider à pas rentrer, soit des dispositifs d'accompagnement pour les ménages les plus modestes. À ce moment-là, les villes pourront décider les unes les autres. Est-ce que c'est plus juste, selon vous, de laisser la main au maire ou pas ? Moi, j'ai un petit peu peur. C'est-à-dire que je trouve que le dispositif des ZFE est pas bien pensé, ou en tout cas, il n'est pas bien accompagné avec une politique publique globale. Et j'ai un petit peu peur qu'en détricotant totalement les ZFE, au passage, on détricote toutes les politiques pour améliorer la qualité de l'air. Et c'est là où on est sur un chemin de crête. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut améliorer les dispositifs parce qu'ils sont injustes socialement, mais il ne faut pas abandonner l'objectif. Et je crains que dans la vague actuelle, on le voit avec Trump, notamment aux États-Unis, il y a cette volonté finalement de mettre les questions écologiques par-dessus. C'est le cas depuis 1 an et demi, 2 ans. Voilà, et on sent bien cette petite musique qui monte, et je ne crois pas que ça soit la bonne solution. Donc je ne suis pas sûr que dire que c'est les collectivités, les maires qui décident à la fin, ça soit une bonne solution. Ça peut se retourner dans tous les sens cette affaire. Donc il faut avoir quand même une réflexion globale, mais pour ça il faut des moyens, et notamment des moyens pour améliorer. Il y a des choses assez simples à faire. Un moyen pour améliorer les transports localement, c'est d'augmenter la part mobilité, versement transport, c'est-à-dire que les employeurs versent 3% à Paris. Ce n'est que 1%, c'était 1% à Marseille jusqu'à encore récemment. C'est pas normal. Donc le département et la métropole n'ont pas les moyens de développer les transports. Donc il faut passer le taux de versement mobilité, donc c'est ce que verse chaque entreprise au département, il faut l'augmenter à 3%. Le leasing social, ça avait marché. 50 000 voitures, ça s'est arrêté à 50 000. 100 € par mois
ça a marché et ils l'ont abandonné parce que c'était trop cher. Donc je crois qu'il faut qu'on ait conscience qu'on a besoin d'investir massivement pour la qualité de l'air et en fait on a un retour sur argent à terme parce que ça nous coûte 1 000 € par habitant la pollution de l'air et par an. 1 000 € et quand après on discute de santé publique, de la sécurité sociale, les bronchiolites, l'épidémie des bronchiolites, ce qui se passe aux urgences. Voilà, si on investit dans la planification écologique, je pense que... Mais ça peut pas se faire au petit bonheur, la chance. Un maire décide ça, un maire, enfin, je suis pas sûr. Intuitivement, je vous dirais que c'est pas la solution. Mais alors, c'est un peu le diable qui se mord la queue quand même, Sandra Wabian, parce qu'effectivement, aider les gens à acheter des voitures, par exemple, vous avez cité leasing social, c'était 50 000 voitures et ça s'est arrêté là parce que sinon ça coûtait évidemment très cher. 7 000 € d'aide à la voiture électrique qui sont passés à 2 000, 4 000 pour les ménages les plus modestes, mais là aussi, même à moins 4 000 pour un ménage modeste, l'accès à la voiture électrique, il n'est pas assez important. On sait bien qu'on parle en ce moment de non seulement réduire nos dépenses, c'était avant de savoir qu'on allait en plus augmenter les dépenses militaires. Donc on est dans un entonnoir là, non, Sandra Wabian, là-dessus? Oui, et effectivement, en plus, acheter un véhicule aujourd'hui, il faut avoir conscience que les 3/4 des achats de véhicules, c'est des achats d'occasion. Donc il n'y a pas tellement d'achats d'occasion possibles, accessibles en fait, avec des véhicules qui peuvent aller dans ces ZFE. Et d'ailleurs, là, on est un peu en train de crisper la population qui n'est pas complètement convaincue de l'impact de ces ZFE sur le plan écologique. Voilà. Donc l'idée, c'est que les gens ne sont pas forcément contre des questions de changement de comportement, mais ils ne sont pas convaincus qu'on leur demande les bons changements. Et il y a un peu une fatigue des petits pas, c'est-à-dire on leur demande d'éteindre leurs appareils en veille, on leur demande donc ça, ils ont l'impression que ça ne sert à rien. Et en parallèle, on leur demande de faire des changements auxquels ils ne peuvent pas accéder. Donc c'est vrai qu'on est en train de se créer une polarisation autour des questions environnementales dans la société. Hendrik Davy a prononcé le mot, Madame la sociologue, de Trumpisation. Sandra Wabian et moi, j'aimerais bien savoir si on est poreux à ça aussi. Et quand je pense à Trumpisation, je pense pas aux droits de douane qui nous occupent en ce moment, mais à la simplification à outrance. Alors on sait ce que ça donne. Bon, évidemment que c'est pas ça qui va arriver en France derrière, mais il y a quand même une petite musique. Est-ce qu'on la sent arriver jusqu'à nous, la petite musique? Oui, il y a des travaux de Luc Rouban du CEVIPOF qui ont montré qu'il y a 42% de la population qui est dans le halo du Trumpisme, c'est-à-dire qui est convaincue des idées qu'il faut gérer l'État comme une entreprise, il faut plutôt un rejet de l'immigration, le souhait de moins de mondialisation, enfin un certain nombre comme ça d'idées qui sont développées par Trump. Nous, on retrouve ça dans nos études au Crédoc et c'est particulièrement fort chez les gens qui veulent un changement de société, donc qui sont particulièrement en colère. Et aujourd'hui, dans les enquêtes du Crédoc, on est quasiment à 1 personne sur 2 qui souhaite un changement de société. On était plutôt aux alentours de 30% pendant de très nombreuses années. Donc on est quand même dans un moment où la société est assez fébrile, en liaison avec les différents chocs qui ont pu se passer, et aussi des difficultés de pouvoir d'achat, parce que même si aujourd'hui les salaires augmentent plus vite que les prix, en fait, ils ont mis du temps à augmenter, et donc il y a toujours une perte de pouvoir d'achat pour les ménages. Hendrik Davy qui voulait intervenir très vite. Très rapidement, le projet de loi de simplification de la vie économique qu'on est en train d'examiner, et c'est dans ce projet de loi qu'on discute de la suppression des ZFE, c'est #liquidation. Enfin, ils ont proposé, et ça a été voté en commission, la suppression des CESER, enfin des comités social et environnemental régional. Il y a plein de choses qui ont été proposées à la suppression, et c'est à qui mieux d'utiliser la tronçonneuse pour supprimer quelque chose. Certains voulaient supprimer l'OFB, voulaient supprimer l'ARCOM, c'est un amendement là qui va arriver. Donc on est un peu quand même dans ce moment-là de vouloir faire le ménage, et c'est aussi pour ça que c'est problématique de discuter des ZFE à cette occasion-là, alors qu'il faudrait en discuter, prendre le temps d'en discuter, prendre le temps de trouver des solutions, et pas au détour d'un amendement dans un projet de loi un peu tronçonneuse. On est en train de parler de ZFE, les zones à faible émission. Dans le téléphone sonne avec Hendrik Davy qui est député dans le groupe écologiste, avec Sandra Wabian qui est la directrice générale du Crédoc, et avec la note vocale de Baptiste qu'on découvre ensemble. Oui, je voulais intervenir aussi en disant qu'on est beaucoup à travailler. Et en fait, on a besoin de notre voiture. Moi, je suis par exemple vétérinaire en libéral, en rural. Donc, je vais dans les champs avec un 4x4 pour m'occuper des vaches, mais j'habite en ville. Donc, je suis obligé de rentrer. J'ai des produits qui sont dangereux, des stupéfiants, des choses comme ça. Je peux pas laisser ma voiture n'importe où. Donc, tout ce qui est parking relais, c'est pas possible. Donc, si à l'endroit où j'habite, on se met à faire des ZFE, je serais bien embêté.
Merci pour cette remarque, Baptiste, et cette note vocale. Je voudrais ajouter à ce que dit Baptiste à quoi ça ressemble aujourd'hui et qu'est-ce qui peut se passer effectivement si ce sont les maires qui prennent les choses en main. Dans le Grand Paris, par exemple, il y a 77 communes qui sont critères 3 normalement depuis le début de l'année, mais pas les week-ends, les jours fériés et la nuit. Il y a 24 passes journées. À Lyon, il y a 52 jours de dérogation. À Grenoble, pas de critère 3 dans les 13 communes autour. À Rouen, à Reims, à Strasbourg, à Clermont, on est en critère 4. Honnêtement, si je suis représentant de commerce aujourd'hui, que je me balade en voiture à l'entrée de chaque ville, je ne sais pas comment ça se passe en fait. Et là aussi, il va falloir trouver quelque chose qui évite à quelqu'un qui est autorisé d'entrer à Rouen de ne pas pouvoir le faire à Strasbourg. Non, d'autant qu'on est un peu dans des injonctions contradictoires, parce que dans le même temps, on demande aux gens d'être les entrepreneurs d'eux-mêmes, de créer leur société. Il y a un soutien à la micro-entreprise, donc on a de plus en plus d'emplois qui sont morcelés, tous les emplois du CARE, etc. Donc d'un côté, on dit à la population, bien, prenez-vous en main d'une certaine manière et créez votre propre emploi. Et d'un autre côté, effectivement, les questions de mobilité sont pas au rendez-vous. Tony Renucci est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous rentrez dans cette discussion, c'est bien normal. Vous êtes le directeur général de l'association Respire, donc Association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air. On s'est posé la question à l'instant, Tony Renucci, de faire comprendre réellement l'impact des ZFE. Est-ce que il est mesuré dans certaines villes européennes? L'est-il chez nous? Est-ce qu'on peut dire à 100% absolument ça fonctionne? Oui, bien sûr. Déjà, il y a quand même une raison simple et automatique. La voiture, le trafic routier est une source de pollution. À partir du moment où vous réduisez cette source-là, vous réduisez les émissions de polluants. Après, dans les ZFE qui ont été appliqués ailleurs, notamment en Europe, il y en a plus de 300. Et on a déjà des très bons résultats à Londres avec ULEZ, Low Emission Zone, qui ont été d'ailleurs publiés au mois de mars par le maire de Londres. Et on voit une réduction de la concentration de dioxyde d'azote à l'intérieur de Londres jusqu'à plus de 50%, donc c'est quand même considérable. Et on a cité Londres, effectivement, qui a commencé à avoir des ZFE il y a déjà 20 ans. Anthony Renucci, si vous avez entendu un peu ce que nous disent surtout nos auditeurs, c'est pas on n'en veut pas, c'est une bonne idée. Ils nous disent les critères sont mal faits parce qu'il y a eu beaucoup d'exemples comme ça. Un 4x4 finalement est mieux noté qu'une petite voiture qui serait un peu plus vieille. Est-ce que vous aussi, depuis votre casquette d'association pour l'amélioration de la qualité de l'air, vous dites en effet les critères ne sont pas forcément les bons? En tout cas, on peut les réviser. Et d'ailleurs, c'était une proposition qui était prônée par l'association Respire dans le livre blanc qu'on a publié il y a 2 ans, où on souhaitait une révision des vignettes critères en intégrant le poids des véhicules, ce qui aurait du coup aussi permis d'éviter ce type de mauvais exemple qui, c'est vrai, est difficile à comprendre et contre-productif. Quand on dit... Pardon. Oui, enfin, malheureusement, c'est pas le choix qui a été pris par le gouvernement. Je pense qu'ils étaient déjà partis sur une hypothèse et que c'était compliqué pour eux de la changer. Mais je suis d'accord, effectivement, les vignettes critères mériteraient quelques révisions. Quand on dit aujourd'hui, Tony Renucci, c'est bien ce qui se passe à l'Assemblée, que l'une des manières de ne pas supprimer les ZFE, ce serait de laisser, encore une fois, les maires avoir la main et agir. Est-ce que là, vous aussi, comme on l'a entendu au cours de cette émission, vous dites attention, ou est-ce que vous dites, après tout, pour éviter qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, pourquoi pas, en tout cas pour une période peut-être transitoire, dire oui, ce sont les maires qui auront la main? En fait, je vois pas vraiment ce que ça va changer. C'est-à-dire que ce soit le maire ou le président d'agglomération, vous savez, dans les présidents d'agglomération, dans les métropoles, c'est aussi des élus municipaux, c'est aussi des maires qui siègent. Donc que ce soit l'un ou l'autre, moi je vois pas tellement de différence. La question c'est plutôt quelle est la règle, parce que c'est la règle qui fait que ce sont les agglomérations ou les maires. C'est la loi qui définit ça. Donc si le gouvernement veut aménager la loi pour laisser plus de liberté aux maires, bon, pourquoi pas, mais le sujet c'est pas tellement qui va prendre la décision, c'est plutôt quelle sera la décision. Je vous pose la question, Tony Renucci, ce sera la dernière question, on la posera aussi à nos invités pour que ça marche, le levier pour convaincre, parce que comme on l'a dit aussi, effectivement, l'acceptabilité est un point essentiel de ce genre de mesures. Pour que ça marche, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui n'a pas été assez dit pour qu'il y ait une véritable acceptabilité des zones à faible émission? Je pense que déjà, il y a eu un vrai défaut d'information. Il y a encore beaucoup de monde qui n'est pas vraiment au courant de la mesure, qui n'a pas encore bien compris s'il était soumis ou pas à des obligations ou des restrictions. Et puis surtout, il faut rétablir des aides. Il faut rétablir des aides financières, notamment pour l'acquisition de véhicules moins émetteurs, et les élargir, pas qu'aux véhicules électriques, mais aussi aux critères 1, neuf et d'occasion.
ça a été une grave erreur, je pense, de supprimer les aides au mois de décembre par le gouvernement. Tony Renucci, directeur général de l'association Respire. Hendrik Davy, vous qui êtes député, je vous pose la même question. Pour éviter qu'on se retrouve là avec une interdiction, finalement avec une fin en fait des zones à faible émission, l'une des solutions, selon vous, la solution, ce serait quoi? Qui à la fois les laisserait ouvertes dans certains cas ou peut-être dans tous les cas, et aussi serait totalement acceptées? Moi, je pense que d'abord, je vous l'ai dit, il faut essayer de travailler aux dérogations, pour que celui qui travaille et qui n'a pas le choix ne soit pas empêché de travailler. Ensuite, donc pas de dérogation forcément par jour, mais par métier, par exemple. Voilà, travailler assez précisément aux dérogations. Ça, c'est la première chose, et c'est les sous-amendements qu'on va proposer d'ailleurs demain au gouvernement. Mais à plus long terme, je crois qu'en fait, il faut faire dépendre l'évolution des ZFE en fonction des alternatives. C'est-à-dire que là où il y a des alternatives, je crois qu'on peut aller vite et loin. Je pense, mais ça c'est le Marseillais qui parle, je pense qu'à Paris et que dans l'agglomération lyonnaise, les transports en commun, mais c'est aussi le cas à Montpellier, c'est aussi le cas à Toulouse, se développent suffisamment vite et suffisamment largement. Il faut encore améliorer les choses pour que l'acceptabilité soit plus facile. Là où les alternatives ne sont pas à la hauteur, il faut adapter le rythme. Bon. Et je vous prenais juste un exemple pour qu'on comprenne bien. J'ai été en Finlande dans les années 2000. Je me souviens très bien d'être rentré, j'habitais en banlieue chez un ami, d'être rentré à 4h30 du matin en TER. Il y avait des TER, et c'est bon aussi d'ailleurs pour les problèmes d'alcoolémie et de risque d'accident de voiture. Il y avait des TER en Finlande à 4h30 du matin entre Helsinki et sa banlieue. Bon, tant qu'on ne prend pas ça en charge, et dernière chose, je crois, à très long terme, il faut se poser la question du logement. On a des millions de gens qui cherchent des logements. Moi, je connais plein de gens qui sont obligés de quitter Marseille, de quitter les grandes métropoles pour habiter de plus en plus loin. Et donc, en fait, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu les lemmings. C'est-à-dire que, oui, on va peut-être résoudre là les ZFE et limiter la pollution dans la ville. Mais si on a des autoroutes qui sont complètement bondées de gens qui font des kilomètres et des kilomètres parce qu'ils ne peuvent pas se loger là où il faut, donc il faut poser la question du logement, in fine. Sauf que, et du logement social qu'on ne construit plus. Donc, vous voyez, ça, la question du transport long terme détricote tout le reste. Et toutes les solutions, Sandra Wabian, que ce soit d'avoir plus des lignes de métro supplémentaires ou même des lignes de bus supplémentaires, des logements supplémentaires encore plus, on parle d'une échéance qui est pas à 5 ans, qui est pas à 10 ans, qui est presque à 15 ans. C'est bien ça la difficulté. Oui, alors après, ce que je vous disais, il y a aussi des solutions un petit peu intermédiaires, c'est-à-dire qu'effectivement, si on doit créer des infrastructures de train, ça met 10-15 ans. Mais on peut penser à aussi des solutions un peu intermédiaires, par exemple, se développent dans les zones rurales des petits bus que vous pouvez réserver à l'avance. Il y a les bus à haute fréquence. Il y a le fait de créer des parkings relais, d'avoir des aides à la mobilité. Donc, il y a quand même des petites choses qui peuvent améliorer les arbitrages. Et moi, je pense que le fait d'avoir imposer ces ZFE, c'est une mauvaise décision dans le sens où les gens n'étaient pas en capacité de le faire, mais c'est une bonne décision dans le sens où ça crée quand même un horizon. C'est-à-dire que ça pousse aussi tout le monde à essayer de trouver ces alternatives. Voici Louis qui dit « J'aimerais bien acheter un véhicule électrique, encore faudrait-il que je puisse trouver des bornes de recharge facilement. Les ZFE, dit-il, c'est bien, mais c'est fait surtout pour les gens qui sont en ville ou en proche banlieue et qui font finalement très peu de kilomètres. » Voici Tony qui nous appelle. Bonsoir Tony. Bonsoir. On vous écoute Tony. Oui, alors moi j'avais un avis un petit peu différent en termes de, on va dire, dispositif coercitif. J'ai deux exemples en fait. Je connais bien l'agglomération d'Orléans notamment et Tours. Et en fait, c'est des villes qui ont développé, on va dire, un réseau de transport urbain, des solutions alternatives et tout un tas de dispositifs qui permettent de la mixité des transports. Et en fait, on voit qu'en journée, ça marche très bien. En fait, on le voit. Et de toute façon, dans ces villes, c'est pas pratique de circuler en voiture, donc on a vite pas envie de rester dans sa voiture. Mmh. Alors il reste encore effectivement le soir où là il y a quasiment plus de solutions, et à part être cycliste, je vois pas ce qu'on peut faire. Et après c'est vrai que c'est des villes, ce que j'appelle moi des villes à taille humaine, et donc c'est peut-être plus facile pour ces agglomérations-là de développer des systèmes sans
soit parler des ZFE, quoi. Sachant que dans les villes plus grosses, vous le disiez tout à l'heure, Hendrik Davy, une ville comme Paris par exemple, on n'a pas ce problème-là logiquement. Enfin, il est facile de prendre des transports en commun, pas passer 2h du matin, on est d'accord. Alors il y a ça, mais il y a aussi suivant où vous habitez, parce que l'agglomération parisienne elle est grande, et pour ceux qui sont au centre, effectivement c'est possible, mais tous ceux qui sont en périphérie ont quand même du mal à se déplacer. On a Thierry qui dit ceci, pourquoi pas des taxis collectifs, on arrive, on attend que le taxi se remplisse 4 ou 5 personnes et on part, je pense à l'Argentine, à la Turquie ou à d'autres endroits, nous dit Thierry, la réflexion que m'inspire la remarque de Thierry, c'est de dire qu'au fond on parle de ZFE, mais comme toujours en fait on n'accompagne pas d'une espèce de révolution sur notre moyen de nous déplacer. On se déplace de toute façon toujours de la même manière et donc toujours le plus souvent tout seul dans sa voiture. Peut-être que la réflexion d'à côté aussi alors ça bouge un peu quand même. Les jeunes passent leur permis de plus en plus tard, donc ils sont quand même beaucoup moins... C'est quand même aussi un conflit générationnel. Les plus âgés sont très attachés à la voiture, évidemment pas tous les plus âgés, mais en moyenne. Et les plus jeunes, eux, sont plus en distance. C'est plus le symbole de la liberté comme ça a pu être par le passé. Donc ça bouge un peu. Le kilométrage par voiture a tendance à diminuer. Donc voilà, on prend quand même un petit peu moins sa voiture. Donc les modes de vie changent, mais ils ne changent pas à la rapidité qui serait nécessaire pour avoir des impacts à la fois écologiques et sanitaires. On a un auditeur qui nous dit pourquoi pas le péage urbain comme alternative plus juste, car taxant l'usage, donc pollueur-payeur. C'est une des solutions qui a été utilisée par Londres, pas seulement pour la pollution d'ailleurs, c'était aussi pour essayer de désengorger la ville. Je suis pas sûr que l'acceptabilité soit... C'est ce que j'allais dire, ceux qui viennent de l'extérieur. Moi je pense que ce qu'a dit l'auditeur est très intéressant, c'est-à-dire que globalement ce qu'il faut penser c'est l'aménagement dans les villes, et certains aménagements ne coûtent pas si cher que ça. L'important c'est de faire reculer dans les centres-villes, là où il y a de la densité, où la pollution crée des problèmes de pollution de l'air et pour la santé, et de faire reculer la voiture. Et donc ça, il y a des myriades de choses. C'est de la piétonisation, c'est des bus en zone propre, c'est des tramways, et c'est surtout aussi les vélos. Enfin, à Paris, les vélos, on voit la différence entre Paris et Marseille. Donc quand une politique est menée, est bien menée, c'est visible. Enfin, franchement, je fais le trajet tous les jours, donc je le vois. À Marseille, il y a pas les pistes cyclables sont pas en zone propre, c'est très dangereux. C'est vraiment la croix et la bannière pour prendre son vélo. À Paris, ça s'est quand même amélioré en 10 ans. Et donc, je crois que quand on propose des alternatives, l'acceptabilité ensuite des interdictions est beaucoup plus facile. C'est ce que vous disiez, Sandra Wabian, au sujet, par exemple, effectivement, du tri sélectif et autres. À Paris, effectivement, s'il y a de plus en plus de gens qui font du vélo, c'est parce qu'il y a de plus en plus de pistes. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas le vélo d'abord et la piste après. C'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est dans l'autre sens que ça se passe. On a Vincent qui fait cette remarque que je trouve marrante, qui dit on peut obliger ceux qui habitent à l'extérieur d'une ZFE d'y entrer, bon, pourquoi pas, mais interdire ceux qui habitent à l'intérieur d'en sortir, ça c'est discutable. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Enfin, il y a aussi ceux qui habitent à l'intérieur qui n'ont pas de soucis, mais qui ont un souci pour revenir. Il y a un souci qu'on n'a pas signalé, c'est les personnalités à mobilité réduite et les personnes en situation de handicap. On n'est pas au point encore en France. C'est-à-dire que moi, j'ai des tas de personnes âgées qui me disent je viens au marché avec ma voiture, et donc ils sont mécontents parce qu'il y a une place, on va supprimer les parcs de stationnement, parce que à mon âge et avec ma situation en mobilité réduite, les transports en commun ne sont pas faits pour moi. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai même à Paris. Mais est-ce que c'est un critère, ça, pour les ZFE mobilité réduite? On a le droit de rentrer quoi qu'il arrive, quelle que soit la voiture ou pas? Je suis pas sûr. Non, ça fait partie des choses qu'il faudrait réfléchir, parce que réellement, c'est un problème, quoi. Il y a aussi autre chose, et on ne l'a pas dit, si jamais les ZFE disparaissaient à l'issue des discussions à l'Assemblée nationale, ça fait aussi des subventions européennes qui disparaissent en route. Ce sont des lourdes subventions. Je crois que c'est combien? 3 milliards dans mes souvenirs. Alors, après, il y a déjà quand même des villes qui ont tellement amélioré la qualité de l'air, enfin tellement, en tout cas suffisamment, qu'elles n'ont pas eu besoin de mettre en place la ZFE. Absolument. Donc la ZFE, c'est uniquement si finalement on n'arrive pas à améliorer la qualité de l'air. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a gardé dans les obligations, pour les gens qui nous écoutent, Paris et Lyon, parce qu'effectivement ce sont deux villes qui, malgré leurs efforts, et parce que ce sont de grosses villes, ne peuvent pas descendre des seuils, mais en effet on peut par sortir... Par exemple, à Limoges, exactement. Orléans, Le Mans, en fait ils n'ont pas eu à mettre en place ces ZFE parce qu'ils avaient fait le travail nécessaire. On peut effectivement sortir des critères. Il y a Sylvestre qui nous rappelle que la nuit, il n'y a plus de ZFE, ni le week-end. D'ailleurs, ça fait partie des exemptions régulièrement. Et là aussi, ça fait partie des... Ça peut être intéressant, Hendrik Davy, non? Parce que le week-end, on va faire des courses. Enfin, je dis ça vraiment très sérieusement. La nuit, éventuellement, on sort. Donc, ça veut dire qu'on ne pénalise pas les restaurants à l'intérieur des villes ou les cafés, etc. C'est important. La nuit, les week-ends. Non, mais moi, je pense qu'en réalité, il faut faire ces exemptions tant que les alternatives ne sont pas mises en place. Mais à terme, il va falloir se sortir quand même de la voiture. Enfin, le climat
climat, la planète se réchauffe. On a eu le mois de mars le plus chaud de l'histoire. Je crois qu'il faut sortir du pétrole. Et la voiture électrique pour tout le monde, ce n'est pas la solution parce que c'est une consommation électrique telle qu'on n'aura pas les systèmes pour absorber ça. Donc il faut développer les transports en commun, très diversifiés, on l'a dit je crois pendant toute cette heure. Et en réalité, les ZFE sont à un moment un moyen pour accompagner ces dynamiques-là, mais elle ne peut pas se substituer à ces dynamiques-là. Après, il y a encore un changement à faire aussi sur les imaginaires et sur ce que représente la voiture, parce qu'on a en fait une population automobiliste qui est partagée en deux. C'est-à-dire une moitié qui est prête à prendre d'autres types de transports et une moitié qui n'a pas envie de changer, en fait, qui considère que la voiture, c'est son moyen de liberté, son contrôle sur son monde, en fait. C'est très français. Un jour, on pourra discuter des publicités. Un jour, on discutera des publicités. Allez, tiens, en voilà une.